Samedi 15 mars 2014, cette semaine dans le gros show de l'info, les municipales 2014 avec Alain Juppé qui part favori à Bordeaux, La Rochelle bientôt à droite, dans le Vaucluse Carpentras devient l'espoir du Front National, nous parlerons du métro où l'on peut tourner un film et puis comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Alain Juppé part favori à Bordeaux, qui est une ville à droite depuis près de 70 ans. En tout cas, sachez que le maire sortant serait réélu dès le premier tour avec plus de 55% des voix. Alain Juppé est en campagne sur tous les fronts. Porte-à-porte, réunions publiques, visites de chantier, inauguration, entretien avec les représentants de différents corps de métier, comme ici avec les professionnels de la santé. Le maire de Bordeaux a un agenda surchargé. Pourtant, Alain Juppé, en poste depuis 1995, part largement favori à sa propre réélection. Un dernier sondage le donne élu dès le premier tour avec 57% des voix. Alors pourquoi être autant présent sur le terrain? Peut-être le syndrome de sa défaite surprise des législatives de 2007 face à la socialiste Michèle Delaunay. Bon, vous savez, il n'y a pas que dans les périodes de campagne, ça s'accélère un peu en campagne, mais tout au long de l'année, de la mandature, on essaye d'être présent. Et je suis bien relayé par mes équipes, donc on est très présent sur le terrain. Son principal concurrent, le député socialiste Vincent Feltès, 46 ans, actuel président de la communauté urbaine de Bordeaux, ne se fait guère d'illusions sur l'issue du scrutin. Depuis presque 70 ans, Bordeaux vote à droite et la liste Feltès, largement ouverte aux écologistes, est créditée de seulement 24% des voix. Un pourcentage qui diminue à chaque nouveau sondage, malgré une campagne très active de porte-à-porte. Et pour lui, les électeurs se trompent sur les enjeux de cette élection. Il y a le contexte national, je peux comprendre votre déception. Il y a certaines positions sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Je pense notamment à la loi famille, où je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin, faire en sorte que le débat se déroule. Mais là, il y a un enjeu, c'est Bordeaux. Est-ce que vous pourrez rester à Bordeaux compte tenu de la flambée des prix immobiliers? Est-ce que vous pourrez avoir un emploi? Est-ce que l'université va rayonner? Est-ce que vous aurez des équipements de proximité? Mais Vincent Feltès l'admet du bout des lèvres, Bordeaux s'est considérablement embelli sous les mandatures Juppé. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville est attractive avec aujourd'hui quelques 250 000 habitants. Mais pour le candidat PS, les classes populaires sont délaissées. Vincent Feltès propose ainsi de construire plus de logements sociaux pour atteindre 30% du parc locatif contre 16 actuellement. De son côté, Alain Juppé, serein quant aux résultats, assure qu'il continuera de développer la ville en construisant de nouveaux logements et en améliorant les transports. La Rochelle, bientôt à droite, divisée depuis l'affaire Ségolène Royal-Olivier Falorni. Aux dernières élections législatives, la gauche rochelaise continue de se déchirer alors que les élections arrivent dans 2 semaines. Règlement de compte dans un décor de cartes postales, la guerre des gauches à La Rochelle se poursuit. Après la législative fratricide de 2012 perdue par Ségolène Royal. À l'origine de cette nouvelle division, la primaire socialiste remportée avec 34 voix d'écart seulement par Anne-Laure Joumouillet, 34 ans, devant François Fontaine. Ce patron de chantier, ancien proche du maire sortant et au soutien d'Olivier Falorni aux dernières législatives, a maintenu sa candidature malgré sa défaite, un maintien qui lui a valu d'être exclu du PS. Cette division irritée inquiète les militants socialistes rochelais et pourrait même mettre en péril 43 ans de mandature à gauche, même si le principal intéressé s'en défend. Je ne pense pas. Il y a cette élection qui doit être passée, mais une fois que l'élection aura eu lieu, et une fois que les Rochelais auront tranché, je pense que La Rochelle pourra reprendre sa route sur cette vision d'une gauche très humaniste, d'une gauche très entreprenante qu'avait mise en place Michel Crépeau. Michel Crépeau, le maire historique de La Rochelle qui restait en place pendant près de 30 ans. La candidate socialiste ne dénigre pas cet héritage des radicaux de gauche, mais souhaite passer à une autre chose. On assiste à une recomposition, à une régénération nécessaire de la gauche rochelaise,
Et donc il n'est pas étonnant que certains s'accrochent à un certain fonctionnement en se disant que c'est leur tour, que ça ne peut pas en être autrement parce que ça fait 15 ans qu'ils préparent, qu'ils préparent leur carrière, leur fin de carrière. Et voilà, donc c'est juste un syndrome, c'est un peu malheureux, hein, c'est assez irresponsable, mais c'est un des syndromes de cette fin de cycle. En plus de la réconciliation jugée impossible dans les deux camps, s'ajoute une candidature séparée des Verts et de l'extrême gauche. Une chance historique pour la candidate UMP de faire basculer la ville à droite en cas de triangulaire. Tous les voyants sont verts, il y a une scission à gauche qui est très importante. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est que les Rochelais aujourd'hui sont très déçus. Et ils sont déçus de voir que leur ville n'a plus l'image qu'elle avait. Et ils attendaient autre chose, je crois, du dernier mandat du maire. Tous les candidats partagent ce constat. Passé l'image de la carte postale, La Rochelle souffre de disparités sociales importantes, avec un revenu médian inférieur au reste du pays, les logements sociaux auxquels ont droit près de 70% des Rochelais et un prix du foncier toujours plus élevé. On part à présent à Carpentras, au cœur du Vaucluse, un département où l'extrême droite a réalisé de très bons scores. Carpentras est l'une des cibles de Marine Le Pen, qui espère ravir aux socialistes cette ville de près de 30 000 habitants, à la faveur notamment des dissensions dans le camp de la droite comme de la gauche. 17 juin 2012, Marion Maréchal Le Pen est acclamée à Carpentras. La petite fille de Jean-Marie Le Pen vient de l'emporter aux législatives avec 42% des voix. Elle détrône le patron de l'UMP vauclusien qui briguait un 7e mandat. Cette année, au municipal, c'est Hervé de Lépinot qui représente l'extrême droite dans cette ville de 30 000 habitants. Ici, Marine Le Pen avait réalisé son meilleur score national à la présidentielle. Alors pour cet avocat de 44 ans, la mairie est cette fois-ci à portée de main. C'est pas un doux rêve. Moi, j'appartiens donc à ce qu'on appelle la société civile. Si on veut m'étiqueter, je vous rappelle que je suis donc du Rassemblement Bleu Marine, soutenu par le Front National sans être adhérent du Front National. Moi, mon parcours est celui d'un d'hiver droite qui considère qu'on ne peut plus laisser le Front National sur le bord du chemin. C'est un parti qui s'inscrit totalement dans la République. À l'UMP, c'est un jeune député qui tente de récupérer une mairie tombée entre les mains des socialistes en 2008 à la faveur d'une quadrangulaire. Magistrat à la Cour des comptes, cet énarque gaulliste et souverainiste a fondé le rassemblement Bleu Lavande, un mouvement qui se retrouve en confrontation directe avec le FN. Dans le Vaucluse, il faut quand même voir que le Front National, c'est le bal des refusés. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas été investis par l'UMP ou qui ont été fâchés à un moment donné dans leur parcours viennent se réfugier au Front National pour faire carrière. Ça s'appelle du carriérisme ou de l'opportunisme. Alors, c'est quoi les règles chez vous ? En face, le maire PS sortant espère rejouer le scénario de 2008 et garder son siège dans une ville qui vote pourtant à plus de 60% à droite. Francis Adolphe bénéficiera une nouvelle fois de la présence d'un troisième candidat de droite, le centriste Jean-Luc Becker, soutenu par Jean-Louis Borloo, mais le socialiste devra lui aussi affronter une liste dissidente à gauche, menée par son ancien premier adjoint, Farid Farissi, avec lequel il s'est brouillé. Je ne pense pas qu'ils feront beaucoup de voix en tous les cas, et je pense qu'il faudrait leur poser la question, est-ce qu'ils y vont vraiment en pensant qu'ils vont gagner? Parce que quand on va à une élection, c'est pour gagner. Ou est-ce qu'ils y vont pour piquer un petit peu de voix, même une ou deux, ou trois, ou 10, ou 20, ou 100 à quelqu'un? Voilà, je pense qu'ils sont dans une revanche. Moi, je ne suis pas là-dedans. En 2008, Francis Adolphe avait emporté la mairie avec 3 points d'avance. Au pied du Mont Ventoux, la bataille promet donc d'être une nouvelle fois serrée et toujours une nouvelle fois fratricide. Tourner un film dans le métro parisien, c'est encore possible. Les scènes du métro parisien dans les films sont légion et pour cause, la RATP accueille les cinéastes à bras ouverts, que ce soit dans l'ancienne station de la Porte des Lilas ou bien sur la ligne 3B en plein trafic. Rien à craindre car ici on tourne un film, l'un des 60 environ accueillis chaque année par la RATP. Cette fois-ci c'est le cinéaste français Romain Goupil qui a choisi le métro comme l'une des scènes de son prochain long métrage Les Jours Venus. Il a droit à la journée sur la ligne 3 bis
aux heures de trafic pour 4 000 €. On peut tout proposer. Après, eux, ils discutent, mais le métro aérien, bloquer une station, refaire une partie en studio, tous les accords sont possibles avec la RATP. Il suffit qu'on leur soumette le scénario. Et que l'on s'adapte à la ligne. Mais comme celle-ci est rarement bondée, l'équipe peut même tourner dans un wagon. Ce qui intéresse le réalisateur, c'est justement le métro, dans son côté le plus banal. Le métro fait partie du fonctionnement des Parisiens. Donc il n'y a pas spécialement de plan folklorique sur une entrée de métro, sur une station particulière. C'est un moyen tellement naturel et qui va tellement de soi qu'un Parisien qui ne prend pas le métro est un individu bizarre, quoi, pour moi. Pour mieux attirer les grosses productions ou faire une reconstitution d'époque, la RATP dispose aussi d'une arme secrète, sa station fantôme de la Porte des Lilas, une ancienne station désaffectée louable à la journée pour 15 000 € et qui peut changer de nom ou d'époque. La RATP est toujours présente dans le cinéma et dans l'histoire du cinéma. Donc si on veut raconter l'histoire de la RATP et de la ville de Paris, on prend des séquences dans le métro et on racontera l'histoire de Paris au travers du métro. Dans les bonnes années, les tournages peuvent rapporter jusqu'à 2 000 € au métro parisien. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Les traces de carburant repérées en mer ne proviennent pas du Boeing 777 disparu de la Malaysia Airlines. Près de 70 heures après la disparition de l'avion des écrans radars, les questions autour du vol MH370 restent toujours sans réponse. La Malaisie a décidé d'étendre la zone de recherche. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse, même si la piste de l'acte terroriste semble prendre le pas sur les autres pour le moment. Sarkozy attaque les enregistrements de Buisson. L'ancien président de la République va tenter d'obtenir auprès de la justice le retrait des enregistrements de son ex-conseiller. Décision vendredi. Parallèlement, un mouvement de protestation d'avocats contre les écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog prend de l'ampleur. Les magistrats craignent en effet une atteinte au secret professionnel. La Crimée déclare son indépendance vis-à-vis de l'Ukraine. Le Parlement régional de cette péninsule russophone a adopté à la quasi-unanimité une déclaration qui est un pas de plus vers le rattachement à la Russie. Au même moment, le président déchu Yanukovych a réaffirmé depuis la Russie être le président légitime de l'Ukraine, où il entend être de retour bientôt. La piste terroriste s'éloigne. C'est l'avis d'Interpol après la disparition samedi d'un Boeing entre la Malaisie et la Chine. Les deux jeunes Iraniens qui voyageaient sous des passeports volés cherchaient à obtenir le statut de réfugiés. Il s'agit donc d'un problème de trafic humain, selon l'agence policière, et non d'un cas de terrorisme. Non, je n'ai pas menti. Christiane Taubira plongée dans la tourmente des écoutes Sarkozy. La garde des Sceaux refuse de démissionner malgré les pressions de la droite, qui l'accuse d'avoir menti, en affirmant tout ignorer. Le procureur général de Paris, François Faletti, a confirmé avoir informé la chancellerie dès le 26 février. Une version qui contredit celle de la ministre de la Justice. Elle avait assuré ne pas avoir eu connaissance des écoutes avant le 7 mars, par l'intermédiaire du journal Le Monde. Une enquête préliminaire est ouverte sur des accusations de prestations surfacturées à l'UMP par une filiale de la société de communication Big Malion, société fondée par deux proches de Jean-François Copé. Fin février, une enquête du Point faisait état de telles pratiques, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Dans un communiqué, l'UMP dit accueillir avec sérénité l'ouverture de l'enquête. Vivendi a tranché, c'est Numéricable qu'il a choisi pour racheter sa filiale SFR au détriment de l'offre concurrente de Bouygues. Cette décision est un véritable camouflet pour Bouygues qui s'était assuré le soutien d'Arnaud Montebourg et de Xavier Niel, le patron de Free. Le gouvernement prévient qu'il sera vigilant sur la question de l'emploi. Nicolas Sarkozy obtient gain de cause dans l'affaire Buisson. La justice a ordonné au site Atlantico de retirer les enregistrements réalisés par son ancien conseiller à l'Élysée. Patrick Buisson est de son côté condamné à lui verser des dommages et intérêts. L'ancien président et son épouse, Carla Bruni, avaient engagé une procédure d'urgence pour atteinte à la vie privée. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain dans le studio pour la suite du Grand Show de l'Info, avec là encore une émission consacrée au municipal qui arrive à grands pas.